Bon, c'est bien beau de faire des pales à tout va et de parler que de réception, mais à un moment donné, il va falloir parler des livres qui sont lus. Ce serait bien, hein. Allez, let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis contente de enfin revenir pour un point lecture parce que ça fait vraiment 1000 ans qu'il n'y en a pas eu sur la chaîne. Je m'en excuse, j'avais d'autres vidéos à tourner au préalable. Le problème étant que mes lectures se sont accumulées et je ne suis pas revenue vers vous avant. Donc j'ai beaucoup de livres à aborder. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ça sous plusieurs catégories. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer plus à la partie illustrée et graphique. Et puis après vous verrez au fur et à mesure, on va en ajouter pour essayer de rattraper un petit peu le tout. Et puis peut-être que je garderai cette manière de fonctionner parce que je trouve que ça change un petit peu des points lecture mensuels. Enfin bref, écoutez, je verrai comment je vais m'organiser. Dans tous les cas, aujourd'hui, on se concentre sur les illustrés, sur les graphiques et sur les comics. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à. Vu qu'il y a quand même pas mal de livres, je vais essayer de passer au plus vite pour que ça vous fasse pas une vidéo de 4 heures. J'ai pas très envie, je vous avoue, de faire ça sur la chaîne. On va essayer de faire au plus court, au plus précis et au plus perspicace. Voilà. Donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer par le premier, qui est en fait les deux premiers livres de Berserker de Keanu Reeves, Matt Kindt, Ron Garney et Bill Crabtree. Là, j'ai le second tome dont je vous ai déjà parlé dans mon 24 heures Readathon. J'ai fait ça complètement dans le désordre, je suis désolée parce que cette vidéo devait arriver bien plus tôt comme vous vous en doutez. Donc on va parler du premier, même si pour ceux qui ont vu effectivement ma vidéo du Readathon, je vous ai déjà un peu détaillé le truc quoi. Bref, c'est pas grave. Pour l'histoire, je vous fais un petit reminder assez rapide. On va suivre cette personne qui s'appelle Bi ou Unut, qui ne peut pas mourir concrètement, qui en a marre de ne pas pouvoir mourir et qui est drivée par cette sorte de violence qui se déclenche de temps à autre et ça lui donne une force surhumaine et forcément, comme je vous disais au préalable, il ne peut pas mourir donc il a beau se prendre 1000 balles dans le corps, être brûlé, être découpé ou disséqué, enfin tout ce que vous pouvez imaginer de mort plus horrible, il va toujours se régénérer quoi qu'il arrive et il va toujours se retrouver entier et bien vivant. Ça fait des années et des années que ça dure, je vais pas vous dire exactement le nombre d'années parce que ça fait partie aussi de son histoire et on ne le découvre pas de suite, mais en tout cas ça fait extrêmement longtemps et je pense qu'à un moment donné je pense que tout être humain on n'est pas fait en fait pour vivre autant d'années et je pense que ça doit fuck up un peu le cerveau malgré tout. Du coup son but premier c'est de mourir et il va être affilié à une sorte d'unité militaire, je ne sais pas exactement le nom, mais ils vont faire des expériences sur lui pour comprendre comment est-ce qu'il fait pour lui ne pas mourir. Eux ça va leur servir à créer des super soldats et dans la finalité s'ils comprennent comment il fait, ils vont peut-être pouvoir trouver une solution pour qu'il puisse enfin mourir. Voilà pour le pitch de base. Je préfère vous prévenir comme je vous avais déjà prévenu quand je vous ai expliqué pour le second tome, c'est des comics qui sont vraiment très violents. Je vous ai pas dit la maison d'édition, pardon, c'est Delcourt. Ouais, c'est des comics qui sont hyper violents. Il y a beaucoup de démembrement, beaucoup de sang, de la violence très poussée. Donc si c'est quelque chose qui vous dégoûte ou si vous avez des triggers par rapport à ça, je vous le déconseille très fortement. N'allez pas du tout dans ce comics, ce sera pas du tout fait pour vous. Et c'est vrai que de prime abord, on pourrait penser que c'est juste en fait de la violence entre guillemets gratuite, que ce n'est pas plus poussé que ça. Mais je trouve que c'est un petit peu plus subtil malgré tout et que si on le veut bien, on peut quand même lire une seconde lecture qui est un peu plus développée que juste c'est la bagarre. Alors c'est la bagarre qu'on se le dise, mais je trouve qu'il n'y a pas que ça. Il y a quand même une notion d'humanisme qui est derrière. Où est-ce que votre humanité commence? Où est-ce qu'elle se termine? Quelles sont vos limites quand vous pouvez pas mourir, quand vous avez un seul but qui est quand même très égoïste finalement? Et jusqu'où on est prêt à aller pour ça? Et à l'inversement, est-ce que le fait de ne pas mourir, ça fait tomber justement toutes ces limites qui nous sont imposées en tant que mortels? Parce que concrètement, quand tu peux pas mourir, est-ce qu'à force on perd toute notion de l'humanité? Est-ce qu'à force de voir les hommes se déchirer au fur et à mesure des années, est-ce qu'on peut pas se dire que tout ça est vain finalement et que la finalité est toujours la même? Je trouve que vraiment il y a toute cette notion qui n'est pas vraiment extrêmement poussée, mais qui nous, si on le veut bien, peut amener à réfléchir nous de notre côté sur toute cette notion d'humanité, d'empathie, de vouer à l'échec ou non, etc. Autre point positif que j'ai relevé, et là pour le coup ça vaut pour les deux tomes, ce que j'apprécie vraiment énormément, c'est que l'histoire elle prend son temps, mais en fait on ne tergiverse pas. Et ça, autant vous dire que dans ma vie, j'aime beaucoup. Je n'aime pas tourner autour du pot, c'est quelque chose qui me saoule vraiment très fort dans ma vie quotidienne et du coup ça se retranscrit dans les livres, hein. Je vous avoue, quand on va pas droit au but et qu'on prend des tournants et des virages, etc. Alors parfois je concède que ça sert l'histoire et que c'est fait exprès, et dans ces cas-là ça ne me dérange pas, mais vraiment quand on tourne autour du pot pour faire durer son histoire et étendre le truc à mort,
Ça me saoule. Ce n'est pas du tout le cas dans ces tomes-ci. On plonge directement dans le vif du sujet, on n'a pas le temps de niaiser vraiment, que ce soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. Ils prennent leur temps quand même pour dire ce qu'ils ont à dire, ça c'est un fait. Mais par contre, on tourne vraiment pas autour du pot. Il y a des grandes révélations déjà dans le premier et le second. On comprend déjà des choses qui tendent à quelque chose d'encore plus grand. Il se passe vraiment des trucs. À la fin du tome 2, il se passe un truc de ouf. On se dit mais what the fuck. Et c'est que le tome 2 et c'est cool parce que même si c'est un comics qui marche énormément, en tout cas qui a beaucoup marché aux États-Unis à sa sortie, je sais pas, je vous avoue en France ce que ça donne, mais bon, je suppose que s'il y en a quand même 3, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Et je trouve ça chouette qu'ils ne perdent pas en fait cette essence de on va droit au but. Ils n'essaient pas de tirer encore plus en longueur leur histoire pour vendre plus et au final perdre cette notion de direct qu'ils ont dans leur histoire quoi. Le tome 3 est déjà paru chez Delcourt en janvier, il me semble. Je ne me le suis toujours pas procuré, mais vous pouvez être sûr que c'est dans ma wishlist et que cette année c'est sûr ça va être lu à un moment donné. Quoi qu'il arrive, c'est certain. Ensuite, j'ai lu un comics que je ne peux pas vous montrer en physique puisque c'est un comics que j'ai offert à mon amoureux pour son anniversaire en décembre. Forcément, il l'a lu et ensuite, moi j'ai voulu le découvrir et donc je l'ai lu aussi. Il s'agit de Thor, la guerre de l'indigne, de je ne sais plus qui, aux éditions Panini Comics, vu que c'est un Marvel. Et sinon, autant vous dire que je me rappelle plus qui l'a écrit, je suis désolée, j'aurais pu faire mes recherches, mais de toute façon, je vous le mettrai en petite image ici, donc je pense que vous le verrez. Bref, très honnêtement, ce n'est pas du tout un livre qui m'a marqué outre mesure. Sur le coup, j'ai bien aimé ma lecture, mais en refaisant un petit peu un tour d'horizon de ce que j'avais lu en graphique en règle générale et que j'ai vu celui-ci, généralement j'essaie d'écrire un petit résumé pour préparer mes vidéos en amont pour essayer de regrouper un petit peu mes pensées et savoir ce que je vais dire par rapport à ça. Autant vous dire que je ne savais absolument pas quoi dire puisque j'ai que très peu de souvenirs finalement de cette lecture. Tout ce que je me rappelle, c'est que Thor s'est fait un petit peu retourner le cerveau entre guillemets par un vilain qui a remis en cause toute cette question de dignité quant à l'utilisation de son marteau et pour le coup il ne peut plus s'en servir, il a perdu sa foi en ses pouvoirs et il ne se sent plus digne finalement de pouvoir manier le marteau et on va suivre toute cette quête pour se reconstruire, pour essayer de redevenir digne, pour essayer de trouver un petit peu un sens à ce qu'il fait. En parallèle de ça, le collectionneur a volé son marteau il me semble pour l'avoir dans sa collection puisque c'est le collectionneur et il va être amené à devoir aller le chercher, à devoir se battre, il va y avoir des convoitises pour pouvoir manipuler le marteau de Thor. Et voilà, je crois que c'est tout ce dont je me rappelle. Comme je vous dis, sur le coup, ça a bien fait son taf, ça m'a diverti. Ça s'est super vite, les dessins étaient très jolis dans mes souvenirs. Encore une fois, je suis désolée, je peux pas vous montrer. J'ai oublié de vous montrer les dessins pour Berserker. Je vous montre. J'ai mal fait mon travail de youtubeuse. Alors attendez, je vais essayer de trouver un truc quand même qui est un peu moins trash. Et vous voyez, c'est beaucoup de... C'est la bagarre, quoi. Je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais je trouve ça quand même chouette. On a des super jolies planches comme ceci. Je vous montre vite fait, mais c'est très ensanglanté quoi. C'est un peu cracra, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Vous voyez, on a des planches comme ça avec une mise en page qui est quand même plutôt pas mal. Voilà. Bref, ça n'a ni queue ni tête cette histoire. Donc, pour en revenir à Thor, je suis désolée, je ne peux pas vous montrer les dessins, mais c'est somme toute des dessins, je trouve qu'ils sont pas hyper transcendants puisque c'est plutôt ressemblant à tout ce qui se passe en termes de comics, je trouve. C'est pas dit péjorativement parce que je trouve que les traits de crayon sont quand même très beaux, mais j'ai envie de vous dire, ça sort pas des sentiers battus de ce que le comics propose en règle générale. Peut-être que ce que je dis c'est de l'hérésie totale et que vous allez me tomber dessus en commentaire, les gens qui sont fans de comics, et j'en suis désolée si c'est le cas. Je vous dis juste mon simple ressenti, j'ai trouvé que les dessins étaient très agréables, mais je trouve que c'est quelque chose qui se voit vraiment régulièrement en fait dans ce que je lis moi personnellement dans le cadre des comics. Bref, tout ça pour vous dire que c'est tout ce que je peux vous relater de l'histoire. Du coup, je vous disais que ça a fait son taf et que c'était très agréable à lire et que j'avais bien aimé somme toute ma lecture, mais ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable comme vous pouvez le constater. C'est en plus, il me semble, un livre qui est assez dur à trouver. Quand mon mec m'a dit qu'il voulait ce livre aussi pour son anniversaire et que l'histoire pouvait potentiellement intéresser, j'ai commencé à faire mes recherches et il est plus disponible déjà en neuf. Il se revend d'occasion à certains prix quand même un petit peu exubérants malgré tout. J'avoue que aussi par rapport à ça, je m'attendais à une histoire qui allait vraiment me marquer et qui allait vraiment être hyper chouette. Je dis pas que je regrette parce que ça me fait toujours plaisir de lui offrir un cadeau pour son anniversaire et si lui il est content, j'ai envie de vous dire c'est le principal, mais je vous avoue que je m'attendais quand même à un truc un peu plus poussé quoi, somme toute. Et le livre est très court, qui est épuisé. Je sais pas combien de pages il fait, mais ça se lit vraiment extrêmement vite. Je pense que je l'ai lu en même pas 1 heure, grand max. Je vais pas m'étaler plus que ça, c'est très chouette. Si ça vous intéresse et que vous aimez bien le personnage de Thor, et dans ces cas-là, allez-y parce que ça vous fera des histoires supplémentaires autour d'un perso que vous aimez. Mais sinon, si Thor ça vous intéresse, pas nécessairement plus que ça, que vous aimez l'univers des super-héros mais que vous avez pas envie de payer une blindax, dirigez-vous vers autre chose. Genre j'ai d'autres séries ici qui... Hop, ça c'est tous mes comics, j'en ai d'autres à vous conseiller qui pourraient être beaucoup plus intéressantes que celles que j'ai lues concernant Thor.
Voilà. J'avais coupé, mais je me dis c'est peut-être un peu bâtard quand même de pas vous conseiller du coup. Attendez, je vous sors. Je pense par exemple, si vous aimez du coup tout ce qui est l'univers des Marvel, ce que je vous conseille par exemple en termes de série, vous en avez 3. C'est toute la série du camp de l'infini qui est hyper cool. Vous avez donc le tome 1 qui s'appelle Infinity Gauntlet. Vous avez le tome 2 qui est Infinity War. Et vous avez le tome 3 qui est Infinity Crusade. Personnellement, c'est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Je sais pas si c'est trouvable parce que ça fait des années que je les ai achetés ceux-là. Par exemple, cette série est super, donc je trouve que ça vaut un peu plus le coup que... Mais le prix est différent. Je sais pas si c'est très pertinent ce que je vous raconte là. Bon, bref. Ensuite, je reviens vous parler une seconde fois de mon premier coup de cœur de cette année 2024. Il s'agit de The Nice House on the Lake. Ici, j'ai les 2 tomes, donc le tome 1 et le tome 2 de James Tynion IV et Alvaro Martinez Bueno aux éditions Urban. J'ai déjà parlé du tome 1 bien en détail dans mon 24 heures Redaton, donc encore une fois, j'ai pas vraiment envie de faire Reddit. Je vais plus m'attarder sur le tome 2 puisque je ne l'avais pas lu dans le cadre du 24 heures Redaton. Je pose ça, j'arrive. Je vais pas vous redire ce qu'il en est. Franchement, là pour le coup, c'est vraiment dans la continuité du tome 1. J'ai vraiment beaucoup aimé ces comics, ça a été vraiment une révélation de cette année. Que ce soit la mise en place de l'histoire, l'intelligence du scénario, le sens du détail, la présentation hyper originale des personnages, le visuel, la montée crescendo qui commence de suite, genre vraiment on est plongé directement dans l'histoire et ça ne s'arrête plus. Vraiment j'ai tout aimé de ce comics, je n'ai rien de négatif à dire du tout. J'ai lu dans un second temps, le second tome. Ce que je peux vous dire, c'est que au début j'avais l'impression d'être complètement perdue et je comprenais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir loupé un épisode. Mais en fait tout s'explique quand on continue en fait notre lecture et on comprend ce qu'il en est un petit peu après. Donc c'est normal si quand vous vous plongez dans le second tome vous avez l'impression d'avoir loupé un épisode et que vous avez loupé un truc, continuez, vous inquiétez pas, c'est normal. Je trouve que ça rajoute encore plus à ce pourquoi j'aime ces comics parce que le fait qu'on comprenne rien et qu'après tout est expliqué et qu'au début on soit un petit peu perdu et que tout soit prévu déjà en amont, ça appuie encore plus le fait que je trouve que c'est un texte extrêmement intelligent qui est vraiment très bien travaillé de A à Z et qu'on sent qu'ils ont travaillé de concert et qu'ils ont vraiment poncé leur histoire de ouf avant de tout mettre en place et qu'il y a tous les tenants et les aboutissants ont déjà été décidés au préalable et qui sont distillés en fait au fur et à mesure pour nous donner des indices et qu'on comprenne en fait petit à petit ce qui se passe, mais eux on voit très bien qu'ils tirent les ficelles derrière et que tout est calculé déjà en amont et je trouve que c'est gage de qualité en fait, clairement. Je pense que j'ai rien d'autre à rajouter sur ce comics parce que j'en ai déjà beaucoup parlé dans mon 24 heures Redaton et je pense que vous avez très bien compris que c'était un énorme coup de cœur. J'ai essayé de vraiment synthétiser ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo, donc j'espère que c'est suffisant pour vous. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo où j'en parle ou alors me demander en commentaire et puis peut-être qu'on pourra discuter de ça. Mais vu qu'on a un grand panel de livres à passer, je préfère m'arrêter là pour celui-ci. En tout cas, premier coup de cœur de l'année 2024, c'est une certitude et je ne peux qu'appuyer encore une fois la beauté de cette couverture et la beauté des dessins et de la colorisation et tout est trop bien. J'arrête. Je vais passer encore plus brièvement sur celui-ci, c'est juste pour vous stipuler que je l'ai lu. Il s'agit de Naruto de Masashi Kishimoto aux éditions Kanta. C'est donc le 6e, j'ai le 7e qui m'attend dans ma palle. Je pense que je vais pas revenir encore une fois dessus. J'ai juste envie de vous dire que c'est toujours pareil. En fait, je vous répète exactement la même chose à chaque fois que je lis un Naruto, mais c'est toujours un énorme plaisir de redécouvrir Naruto, enfin de découvrir tout court parce que moi je ne l'ai vu que en animé finalement. Je ne l'avais jamais lu en manga, donc je suis vraiment super contente de découvrir cette histoire qui me tient vraiment beaucoup à cœur et j'adore toujours autant et c'est toujours trop chouette de le lire et voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, vous savez juste que c'est là et puis on va passer au prochain. Le prochain, il s'agit donc de la collection Batman One Bad Day. Ici on se concentre sur le Sphinx, donc le Riddler. Ça y est, j'ai enfin lu un comics avec Riddler en perso principal. Incroyable. C'était temps, hein, j'ai envie de vous dire. Donc de Tom King et de Mitch Gerads, aux éditions Urban, bien évidemment. Déjà, pour commencer, je suis très contente d'avoir enfin lu un comics avec la genèse de mon blaze, concrètement. Et pour le coup, ça va être un petit peu décevant mon avis. Non pas que je ne l'ai pas aimé, mais on est un petit peu sur la même chose que Thor, honnêtement. Bien que j'ai conscience qu'il y ait quand même une dimension psychologique supplémentaire dans celui-ci, ça c'est une certitude. Je vous avoue que vraiment, il m'a pas laissé un souvenir de ouf non plus, principalement parce que c'est un récit vraiment très court et par contre je me rappelle très bien que à la fin de ce comics j'avais vraiment un goût de pas assez en fait. Je ne sais pas sur combien de pages on est mais je pense que vous pouvez le voir, il est vraiment tout petit. Je l'ai eu en occasion donc je pense que ça se vaut plus en termes de prix, mais j'étais vraiment déçue de la longueur du comics finalement. Dans ce comics on va creuser un petit peu le côté psychologique de Nigma. L'histoire va commencer sur un meurtre qu'il a commis et puis au fur et à mesure on remonte un petit peu sur tout ce qui fait
de lui, ce qu'il est actuellement. On va voir un petit peu des images de son passé, pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça, les relations qu'il a avec ses parents, surtout par rapport à son père, les traumas qu'il a vécu. Je trouve qu'en fait c'est bien parce que c'est une très bonne introduction au personnage, je trouve, et moi du coup j'étais contente d'avoir ça, même si je le connaissais déjà de base dans tout ce que j'ai pu voir avant le concernant, donc je suis pas à 100% dans la découverte d'un perso, mais pour le coup je trouvais ça cool qu'on puisse comprendre un petit peu de où est-ce que ça venait, ou en tout cas je me doute que au vu des comics ce n'est pas la seule histoire qu'il y a le concernant, sur sa genèse, sur comment est-ce qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui et surtout le pourquoi. Mais là du coup l'aspect psychologique de la chose, la question de la maltraitance, la question de la maltraitance, etc., c'était quand même très intéressant, mais pour le coup je trouve ça dommage parce que au vu de la taille du récit, vous vous doutez bien que ça va pas être poussé vraiment super loin, et je trouve ça dommage malgré tout. Donc dans l'ensemble, pour résumer, c'était une très bonne introduction au personnage. Si c'est un perso qui vous intéresse, si vous avez envie de comprendre un petit peu sa psychologie, si vous voulez être un petit peu dans cet univers de Batman, de Gotham, etc., je pense que c'est fait pour vous. Après, si vous voulez quelque chose qui vous pousse vraiment sur le côté psychologique du vilain, si vous voulez vraiment pousser votre réflexion, si vous voulez vraiment le suivre plus longtemps que ça, je pense que c'est peut-être pas le meilleur comics pour vous. Mais bon, écoutez, après vous faites bien vos propres choix, j'ai envie de vous dire. C'est dans ces moments-là que je constate que je suis vraiment une meuf des romans, parce que j'oublie toujours de vous montrer l'intérieur pour vous donner un ordre d'idée sur les dessins. Je suis vraiment désolée. Je reviens du coup pour vous montrer l'intérieur de le Sphinx. Ce que je trouve très cool par contre, effectivement, c'est le jeu des couleurs, où vous avez vraiment beaucoup de vert qui est la couleur principale du Sphinx, avec, super, vous voyez de la violence aussi malgré tout. Et vous avez du coup l'histoire du passé avec cette couleur un petit peu sépia qui est intéressante. Le jeu des couleurs est super chouette. Je trouve que ces planches sont grave cool aussi. On a une vision de... Vous entendez Elios bord derrière, je suis désolée. On a une vision des caméras qui est hyper chouette. Vu qu'on a tout ce jeu de couleurs avec le passé et le présent, donc le passé plus en sépia et le présent plus en vert, je trouve que des fois ils font des choses hyper intéressantes, comme cette planche ici où vous voyez vraiment le présent et le passé qui sont confrontés avec ces petites éclaboussures qui font que tout se mélange un petit peu. Je trouve que c'est intelligemment fait. Je poursuis cette fois-ci avec un livre illustré. Il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, illustré par Aurélie Néré, aux éditions Albin Michel. Déjà, trop jolie cette couverture, j'aime trop. Pour l'histoire, déjà dans un premier temps, on va suivre, vous vous doutez bien, Coraline, sans déconner Riddler, qui va déménager avec ses parents. Elle va se retrouver dans une maison où ses parents travaillent énormément de chez eux. C'est les vacances, elle ne va pas à l'école, donc elle se retrouve seule tous les jours et elle se fait chier concrètement. Ses parents essaient de lui trouver des petites activités, genre compte les fenêtres de la maison, essaye d'ouvrir toutes les portes pour voir où est-ce qu'elle mène, etc. Et elle va se rendre compte qu'il y a une porte en fait, quand elle décide de l'ouvrir, qui ne mène à rien concrètement, puisque c'est un mur de briques. Cette porte était fermée à clé de base, elle referme la porte, elle ne referme pas la porte à clé, et pendant la nuit, il va se passer des choses un petit peu bizarres. Elle va entendre des petites souris qui vont venir la voir, ça va l'amener dans un autre monde, et à partir de cet autre monde, elle va se rendre compte qu'elle est dans une sorte de monde parallèle avec une mère qui est cette fois-ci extrêmement présente, et tout se passe bien, tous les mets sont délicieux, et en fait pour qu'elle reste, il faut qu'elle se couse des boutons à la place des yeux, et elle pourra profiter pleinement de ce monde incroyable. Sauf que vous vous doutez bien que tout n'est pas aussi rose que ce qu'il en est de base. Elle va être amenée à devoir suivre une quête. Il va y avoir des rebondissements comme vous vous en doutez. Bref, je vais pas tout vous spoil bien évidemment, mais c'était un super jeunesse quoi qu'il arrive. Pour mon histoire personnelle quant à Neil Gaiman, je l'ai découvert il y a de ça maintenant quelques années avec Neverwhere, que je n'avais pas du tout aimé. Peut-être que sur le coup j'étais pas prête à lire ce genre de littérature, j'en sais rien, mais en tout cas ça ne l'a vraiment pas du tout fait pour moi. Je l'ai lu, je l'ai terminé, mais je me suis dit plus jamais en fait. Non, je n'avais jamais osé relire un Neil Gaiman, bien que je voyais bien que c'était considéré comme un monument de la littérature, qu'il était vraiment apprécié de tous et encensé même par tout le monde. Et je me suis dit, mais j'ai vraiment... est-ce que c'est moi? Et du coup, je n'avais jamais réitéré l'expérience de lire un Neil Gaiman, bien que par exemple Sandman me tente énormément, mais je n'avais jamais sauté le pas. Bref, je me suis dit, écoute, Coraline, je l'ai déjà vu en film, donc le dessin animé qui a été produit par Tim Burton, réalisé par je ne me rappelle plus qui, excusez-moi, mais quoi qu'il en soit, j'ai adoré ce dessin animé, je l'ai regardé vraiment plusieurs fois, je le connais vraiment très très bien, c'est un dessin animé que j'apprécie vraiment grandement, et je me suis dit, mais si j'apprécie autant le dessin animé, pourquoi est-ce que j'aimerais pas ce livre en fait? Et donc, j'ai sauté le pas malgré tout, en me disant, je laisse mes a priori de côté concernant cet auteur, je me plonge vraiment dans le truc en essayant juste de profiter de ma lecture et d'avoir les souvenirs du
du film tout en appréciant les illustrations de Aurélie Néré qui change complètement du film, mais je trouve que c'est chouette parce qu'elle a réussi quand même à s'approprier le personnage et j'ai trouvé ça super intéressant. En plus de ça, il y a un interview à la fin, je crois, ouais, où vous avez l'histoire de Coraline par Aurélie Néré, et c'est trop cool parce qu'elle explique justement tout le processus, et de Neil Gaiman aussi derrière, qu'est-ce qui les a amenés à créer eux ce personnage, donc Neil Gaiman à l'écrire et Aurélie Néré à la dessiner. Bref, je m'égare de ouf. Oh, c'était obligé de toute façon à un moment donné que ça se passe comme ça dans la vidéo. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment énormément apprécié ma lecture, j'ai trouvé ça trop cool, j'ai autant apprécié que le dessin animé, donc c'est une petite victoire pour moi, j'ai envie de vous dire. Sans grande surprise, j'ai adoré Coraline, j'aime beaucoup la personnalité de cet enfant, je trouve qu'elle est courageuse, qu'elle est espiègle, qu'elle est très lucide et très mature dans un sens pour son âge. J'ai trouvé que tous les personnages qui s'articulaient autour d'elle étaient très intéressants, il n'y a personne que je n'ai pas aimé. Dans le dessin animé, il y a son ami, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit mec là, qui n'est pas là dans le livre, il n'existe pas. Et ça a été un rajout, mais c'est pas grave en soi. Tous les personnages sont très hauts en couleur, très atypiques. Je trouve que c'est une vraie histoire d'Halloween qui fonctionne très bien, qui peut faire frissonner les petits et les grands. Et c'est parfait vraiment pour cette période, même si moi je l'ai pas lu pour cette période parce que je vous l'ai déjà dit au préalable, mais je ne lis que très rarement mes lectures en fonction du contexte général de la vie. Donc, que ce soit les saisons, que ce soit donc Halloween, Pâques, Noël, bref, tout, c'est pas grave. je m'en fous. Tout ça pour vous dire que dans le contexte d'Halloween, ça peut fonctionner extrêmement bien et je trouve que c'est une vraie histoire d'Halloween, même si c'est pour des enfants, il y a quand même... ça fait un peu peur quoi, je pense que pour les enfants c'est pas malin. Je trouve que ça a la dose parfaite qui est aussi entre le frisson, mais pas complètement traumatisant quoi. En gros. Bref, on peut dire que ce livre m'a réconciliée avec cet auteur et je ne suis que plus ravie parce que j'ai envie de découvrir d'autres livres de lui. J'espère très honnêtement que ça le fera autant que Coraline et que cette expérience de Neverwhere ne se réitérera pas. On va croiser les doigts. À voir pour la suite, mais je suis contente d'avoir fait un pas vers cet auteur et que ça ait marché en fait. Parce que j'ai bien conscience de l'ampleur du mec quoi. Un autre livre que je vous présente plus pour vous dire, écoutez c'est là, je l'ai lu mais je vais pas m'attarder dessus, je pense que vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit de Harry Potter 2, donc Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling aux éditions Gallimard, mais là pour le coup c'est les graphismes et illustrations de Mina Lima. J'ai adoré relire ce livre, c'est toujours une Madeleine de Proust pour moi, je pense comme tous les gens de ma génération. C'est toujours un plaisir et c'est d'autant plus plaisant que le graphisme et les illustrations de Mina Lima apportent une plus-value de dingue je trouve au livre et c'est un réel plaisir de découvrir leur travail par rapport à cette histoire et je pense par rapport à d'autres, mais de eux je n'ai que les Harry Potter, donc en termes de référencement je peux que me comparer à ce que je connais, j'ai envie de vous dire. Mais dans tous les cas, voilà, leur travail est incroyable, c'est hyper immersif, c'est hyper ludique, c'est un plaisir de les découvrir au fur et à mesure. Je ne cautionne pas les actes de J.K. Rowling, évidemment, mais je vous avoue que je ferai l'exception pour Harry Potter et Mina Lima parce que de un, je ne suis pas parfaite et de deux, c'est vraiment un réel plaisir et je vous assure que ça me fait un bien fou de lire ces livres. Vraiment, c'est trop bien. Bref, voilà, vous savez que c'est là, vous savez ce que j'en pense et puis on va passer à autre chose. On termine par le dernier livre que j'ai à vous présenter qui est aussi un livre illustré. Là pour le coup c'est un petit peu spécial puisque c'est un recueil de poésie et spécifiquement de poétesse. Il s'agit de Je serai le feu de Dilly aux éditions La Ville Ball. J'avais déjà lu des recueils de poésie avant celui-ci, j'avais lu notamment Baudelaire et Rimbaud dans mes souvenirs et très honnêtement ce n'est pas un genre ni des lectures qui m'ont transporté jusqu'à maintenant. Je trouvais ça intéressant de prendre quand même ce livre malgré tout parce que j'avais quand même une curiosité qui était présente de découvrir plus de poésie parce que je vois bien que c'est un genre, encore une fois, comparé aux autres et à la sensibilité d'autrui, je vois bien que c'est un genre qui peut toucher et qui peut vraiment plaire énormément et je me suis dit que c'était intéressant parce que c'était un recueil avec des présélections en fait de textes qui ont déjà été faits, donc ça veut dire que en tant que novice je me tape pas l'entièreté du recueil de la personne, j'ai des textes qui sont déjà présélectionnés avec une biographie, donc une sorte de contexte historique qui pourrait m'aider potentiellement à comprendre le texte et je trouvais que vraiment la forme était hyper intéressante. Dans le fond, très honnêtement, et ça pour le coup je pense que c'est ma propre sensibilité, je pense que la poésie ce n'est juste pas fait pour moi en fait. Je n'arrive pas à être touchée, je n'arrive pas à lire à voix haute et à me dire waouh c'est incroyable. En fait c'est trop bizarre parce que quand je lis, je comprends qu'il y a une recherche des mots, enfin je veux dire je suis pas con, je vois bien qu'on n'est pas sur un langage parlé, je sens bien qu'il y a une recherche véritable des mots, qu'il y a une recherche d'une émotion, mais je n'arrive pas à ressentir cette émotion en fait. Il y a des poétesses qui m'ont touchée plus que d'autres. Touchée dans le sens où je me suis dit ça c'est vraiment beau, j'ai vraiment conscience de ce qu'elle veut faire passer et je comprends en fait tout ce qu'il y a derrière, mais je vous avoue que je vais pas être là à me le graver sur la peau en me disant waouh mais c'était incroyable cette meuf je l'adore, ça fait vraiment partie de mes coups de cœur de ouf. Pas tant.
honnêtement. Et je vous jure que vraiment ça m'attriste de ouf parce que ça a l'air trop bien quand on est touché et quand on est transporté par la plume et la poésie de quelqu'un. Les gens, ils ont l'air vraiment transcendés de ouf et je me dis mais ça a l'air trop cool d'avoir cette expérience de lecture-ci et de vraiment ressentir les mots à tel point que ça nous fait vibrer à l'intérieur. Et je suis un peu jalouse, je vous avoue, mais moi ça me le fait pas du tout. Par exemple, un Pierre Bottero avec des messages qu'il a fait passer, et spécifiquement dans Elana, j'en rajoute encore une couche, mais toutes ces valeurs qu'il transpose, cette plume avec laquelle il le fait, les actions qui se passent, les actes qui sont dits, les idées qui sont passées, ça me fait vibrer beaucoup plus à l'intérieur de mes petites cordes sensibles que des poésies que je lis où c'est très court, c'est un peu genre, c'est pas pompeux, mais je me dis mais pourquoi en faire autant pour... Enfin vraiment, j'ai une sorte de dualité à l'intérieur de moi où je sens que c'est bien, mais où je me dis ouais ok, bah cool, good for you. C'est horrible, je suis désolée, je vais pas m'excuser pour me ressenti parce que je suis honnête encore une fois, mais vraiment je n'y arrive pas quoi. Honnêtement, j'ai trouvé ça plus intéressant les biographies que Digli faisait des femmes, et ça pour le coup j'ai vraiment adoré, mais j'ai trouvé ça plus intéressant de découvrir vraiment le contexte dans lequel elles ont évolué et dans lequel elles ont écrit, le pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées dans ce recueil-ci, par quoi Digli a été touchée, pour vraiment les inscrire là-dedans plutôt que leur texte en soi. Après je trouve que ça se répond bien parce qu'on comprend le pourquoi du comment. Je pense qu'il y a un autre point aussi qui a fait que j'ai trouvé ça un peu lourd, c'est que la taille du livre c'est très volumineux, il y a beaucoup de femmes qui sont recensées, il y a beaucoup de textes qui s'enchaînent, et je pense que quand on est comme moi assez peu réceptif à la poésie et qu'on s'enfile des poésies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres sans être forcément touché en plein cœur, et que du coup j'avais l'impression, vous savez, que ça me glissait un peu dessus et que j'en lisais plein à la suite et que ça me laissait indifférente. J'avais l'impression de passer à côté du truc et du coup ça faisait beaucoup parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Je sais pas combien de pages ça fait 330 et quelques pages. 330 et quelques pages de poésie qui vous coulent un petit peu dessus. Bah, c'est un peu longué, en fait. Et même si j'essayais de le lire au fur et à mesure, j'ai trouvé toujours, pour moi en tout cas personnellement, que ça faisait un peu trop. Après, très honnêtement, je suis quand même hyper contente d'avoir découvert certaines femmes, de au moins les connaître de nom, d'avoir un petit peu plus de vision globale sur le contexte dans lequel elles ont évolué, parce que c'était pas toujours de la même époque, mais ça permet de resituer un petit peu justement au niveau des dates historiques, ce qui s'est passé, à quel moment, la position des femmes à ce moment-là, etc. Ça, pour le coup, c'était hyper enrichissant. Mais voilà, je suis un peu entre deux pour ce livre, très honnêtement. Je vous conseille malgré tout ce livre si déjà vous êtes intéressé par la poésie. Je pense que ça ne peut que vous plaire parce que l'objet livre est hyper beau. On a des illustrations faites par Digli qui correspondent à chacune des poétesses. Le livre en soi est très joli. On a l'illustration, on a la biographie qui débute, hop, la biographie qui continue, et ensuite on a ces textes qui sont inscrits, et après on passe à une autre, etc., etc. Et elles sont regroupées en quelques thématiques. On a les mélancoliques, on a les filles de la lune, on a les prédatrices, etc. Bon bref, tout est trié dans des grandes parties, j'ai envie de vous dire. Et je trouve ça quand même intéressant de découvrir la vie de ces femmes, et je trouve ça d'autant plus chouette parce que c'est des femmes qui n'ont pas été mises en avant, ou pas assez du moins à leur époque, au vu de la situation des femmes en règle générale. Et je trouve ça chouette d'avoir un recueil où elles ont enfin le droit d'exister, entre guillemets. Donc rien que pour ça, je peux pas donner un avis négatif à ce livre. C'est quand même trop chouette de donner la place à des femmes qui le méritent concrètement. Et disons, c'était super long. Si on est comme ça sur tous les points lecture où je suis en retard, on n'a pas terminé, c'est moi qui vous le dis. Comme vous l'avez compris, j'en ai terminé avec ce point lecture de graphique / illustré / comics. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez fait de super découvertes pendant tous ces mois de non-retour de point lecture. Je pense que je vais m'arrêter là parce que, à mon avis, vous en avez déjà bien marre de m'entendre parler. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt. Bisous!